Donc ça y est, c'est parti l'enregistrement. Donc bonsoir à tous. Bonsoir, cher Philippe Herzog. Alors, on est très heureux de te recevoir hier pour notre 20e webinaire sur la relance, organisé par X-Sursaut. Donc, on te présente très rapidement. Donc, tu es polytechnicien, tu es président fondateur de Confrontation Europe. Tu as été notamment député européen, conseiller spécial du commissaire européen au marché intérieur et aux services. Et aujourd'hui, on est très heureux de t'entendre pour que tu nous parles notamment de ton très récent article qui s'appelle « L'Europe doit ôter sa tunique de Nessus pour un capitalisme responsable ». Donc, c'est à toi pour environ 25 minutes de propos introductifs avant qu'on prenne des questions des participants. Voilà, c'est à toi, Philippe. Bonjour à tous et merci de votre accueil et de votre présence nombreuse d'ailleurs. Notre sujet, c'est la sortie de crise qui implique une maîtrise européenne des mutations en cours, car les choses ne sont pas statiques, évidemment. Je dois vous dire d'entrée que plus dure sera la reprise. La pandémie, c'est dur, la reprise, ce sera encore plus dur, en tout cas sur le terrain économique. Si la pandémie est jugulée, qu'il n'y a pas de variant trop meurtrier, il y aura un rebond. Il y aura un rebond parce que les amortisseurs institutionnels sont très forts et puis probablement une partie de l'épargne va se diriger plus abondamment vers la consommation. Mais au-delà, l'incertitude est générale. Donc il nous faut aujourd'hui, et je dis un aujourd'hui collectif, nous poser les bonnes questions pour réduire l'incertitude et prendre à temps les bons engagements. Pour moi, il y a deux questions fondamentales. Est-ce que nous avons les facultés humaines, sociales, pas seulement des dirigeants, mais de toute la société, pour faire face aux événements et entreprendre des réformes institutionnelles, tant dans le domaine économique que politique? Je dois dire que l'optimisme de façade m'horripile souvent, parce qu'il masque les manques de préparation collective. Ce sont des changements en effet difficiles qui vont impliquer beaucoup d'efforts, une conversion des esprits, sortir d'une culture technocratique et managériale à l'excès. Et puis, les refondations, évidemment, sont difficiles car il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir, on le voit en particulier au niveau européen. Pour être un peu brutal, pour le moment, on confie en quelque sorte notre avenir à de grands investisseurs internationaux, à des géants de la technologie, avec une domination des puissances américaines et chinoises plutôt en ascension qu'en recul, chacun le constate, et une Europe en difficulté. Alors j'entends dire souvent circuler l'idée que l'Europe se construit dans les crises, c'est une phrase célèbre de Jean Monnet. Oui, mais comme disent les Anglais, peut-être que this time is different. Et si c'était différent? Pendant les guerres, il y a un profond effort de préparation aux réformes de l'après-guerre. Et puis à la sortie, l'État était un investisseur massif dans l'économie. Aujourd'hui, nous avons un État qui n'investit plus, je suis brutal, 4% à l'échelle nationale par exemple. À ça s'ajoutent les collectivités territoriales, mais bon. Mais donc un État qui n'investit plus et une impréparation des réformes alors qu'il y a une demande de sens énorme dans la société. J'entends, par exemple, vous écoutez comme moi les soignants, les professionnels du domaine de la santé publique disent « donnez-nous du sens ». Il ne suffit pas d'avoir des moyens à court terme, mais aussi de savoir quelle sera cette réforme de la santé publique. Donc, impréparation, et les plans de relance, je ne les sous-estime pas. Il y a des amortisseurs massifs sous forme de dette, sous forme d'aide, qui vont donner une certaine capacité d'amortissement de cette crise, en tout cas dans l'immédiat. Mais la résilience de l'économie et sa capacité de reprise durable, à mon avis, tout reste à faire. Il nous faut donc approfondir le diagnostic. Je parle de l'économie européenne comme un grand corps malade, alors qu'on dit toujours nous sommes une puissance, nous sommes un grand marché. Mais nous ne sommes pas une puissance actuellement et nous en sommes encore loin. Et il y a beaucoup de défaillances, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est-à-dire des points durs, des nœuds de problèmes. J'en citerai deux, ce n'est pas exclusif d'autres. La difficulté majeure de transformation des ressources financières en investissement.
et l'orientation de l'innovation technologique et industrielle qui ne répond pas actuellement aux exigences de besoins des sociétés et de construction d'un futur de progrès. Je traite ces deux points qui sont interdépendants. J'ai parlé de tunique de Nessus, notamment à propos du premier point, première partie donc, le problème de la transformation des ressources financières en investissement. Il suffirait d'ailleurs de regarder les statistiques des dernières décennies. Beaucoup de ressources financières, peu d'investissements. Et certainement peu d'investissements à long terme, pour être plus précis. Ce n'est plus le capitalisme européen de l'après-guerre. Il y a eu la révolution friedmanienne, c'est-à-dire la fin de la valeur travail, la fin d'une stratégie nationale dont le mot d'ordre était celui du Lord Beveridge, le Britannique, le plein emploi dans une société libre, autre chose que ce qui se dit aujourd'hui. Et ça se préparait. Et j'étais dans la planification nationale. Et on travaillait aux conditions du plein emploi, fini. L'État est correcteur des inégalités et des maux de la société. Il aide les crises, il aide l'économie capitaliste en difficulté, les entreprises à rebondir. Mais il n'a pas de stratégie pour l'avenir. Et ce n'est pas qu'une question de défaillance d'un commissaire au plan, c'est une question des conséquences de ce qu'on appelle, avec Jacques de la Rosière, ce sont ses mots, le virus de la financiarisation, ou comme disent les Britanniques éclairés, la finance prélève sur l'économie réelle au lieu de servir à l'économie réelle. Et il ne faut pas se leurrer là-dessus et essayer de résoudre une série de questions, et j'essaierai d'être constructif en même temps que je pose les questions, les problèmes à résoudre. Ce sont des chantiers. Nous ne voulons pas de solutions toutes prêtes de mesures préapportées qui n'ont pas de cohérence. Enfin, nous en voulons quand même, puisque nous en dépendons. Mais dans quelle stratégie, dans quelle conscience ça peut s'inscrire? Alors, la question de l'argent, donc, c'est plus la valeur argent qui doit prédominer, c'est plus l'enflure de l'investissement financier, c'est ça le virus financier, placement, rachat d'actions, hypertrophie de la sphère financière, j'insiste. Il faut renverser cette situation et c'est très difficile, et donc plusieurs sujets dans cette première partie. Un, la réforme de l'État. L'État, malheureusement, ne pourra pas être longtemps l'amortisseur de la situation et l'assistance générale qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il était surendetté, il va être encore plus endetté. C'est une hypothèque pour l'avenir. Vous avez sans doute écouté Père Levat qui a fait un excellent webinaire avec ce sursaut récemment. Je partage tout ce qu'il dit et je complète. C'est l'euro qui nous protège. S'il n'y avait pas l'euro, la France serait dans une situation, je ne dirais pas de faillite de l'État, mais dans une situation catastrophique. L'euro nous protège. Et la Banque centrale fait énormément. Elle a pris 25% d'aide publique à son bilan déjà. Et on voudrait lui demander plus. On dit oui, mais elle a écrasé les taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt bas, ça n'est pas sans inconvénient. Donc, théoriquement, il faudrait investir. Bon, X raisons font que ça ne s'est pas produit. Et ces taux d'intérêt bas ont une face noire. Il y a toujours une face noire à une face positive. Cette face noire, c'est que ça facilite les dépôts, les placements, le court-termisme, la thésaurisation, et non pas l'investissement à long terme et ses risques. Et la Banque centrale européenne nous a déjà avertis, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai besoin, je parle comme aurait dit Draghi, et comme il l'a dit d'ailleurs, d'un budget européen, d'une intégration européenne qui ne se produit pas. Donc ne comptons pas tout sur l'euro qui nous protège et la Banque centrale. De surcroît, au lieu de nier le fait qu'il peut y avoir une crise financière prochainement, peut-être pas cette année, l'année prochaine, n'empêche qu'il y a déjà des tensions en lien avec le rebond, c'est plus qu'un rebond, la reprise américaine, par tous les moyens. Et centré sur l'investissement, j'insiste, voyez le plan d'infrastructure massif. Donc, il peut y avoir la surchauffe, une reprise de l'inflation, une hausse des taux d'intérêt, et ça va tanguer sur l'eurozone. Donc, ne nions pas les risques de crise financière, même si ce n'est pas l'immédiat. Mais ça menace. Donc, première question, la réforme de l'État.
Et au niveau européen, la montée en budget, je rappelle d'ailleurs que le plan de relance suppose, c'est une restructuration, d'abord l'argent n'est pas encore arrivé, j'y reviendrai sur ce genre de questions, et puis c'est des garanties publiques et il faudra rembourser, mais on n'a pas encore de budget, ça peut traîner. Bravo, mais c'est un amortisseur. C'est un moyen de restructurer la dette intelligemment dans la mesure où il y aura une partie qu'on va mutualiser avec des dons aux États. Les États en difficulté, l'Italie, l'Espagne seront ravis en dessous. Ah, de l'herbe, il y a des dons qui viennent là. Mais ça ne fait pas l'avenir. D'autant qu'encore une fois, il y a des conditions pour la mise en place. Premier point, réforme de l'État et montée du niveau macroéconomique européen. 2, desserrer les taux des marchés financiers internationaux. Une question essentielle. L'hyperdépendance envers les marchés financiers est quelque chose qui me fait mal, quoi. Il faudrait vraiment apprendre à l'école qu'est-ce que c'est qu'un financement. Mais... Par exemple, je vois vive la bourse. La bourse. Mais la bourse, qu'est-ce qu'elle annonce? La bourse ne signifie pas que l'argent va pleuvoir sur l'économie réelle. Elle ne signifie même pas que l'argent qui monte en bourse va nous servir. Il va à qui? Les GAFA sont les super champions. La valeur en bourse a énormément monté. Tous les investisseurs du monde font confiance à ces entreprises qui peuvent investir et qui ont une stratégie worldwide. Et la bourse salue ça avec des zigzags, mais elle a monté dans la pandémie, c'est sidérant. J'en ai marre d'entendre à France Info tous les jours, X fois par jour, où on est le CAC 40. J'aimerais qu'on soit au moins aux États-Unis qui se demandent comment on a créé combien on a créé d'emplois le mois dernier. 800 000, d'ailleurs, entre parenthèses, le mois dernier, aux États-Unis. Donc, desserrer les taux des marchés financiers, c'est hyper-dépendance, et sachant que le modèle européen de transformation des ressources financières en investissement a reposé sur les banques. Les banques sont stressées, pas seulement par les règles prudentielles qu'on leur a mis à juste titre après 2009, quelquefois insuffisantes ou biaisées, mais enfin, les banques sont stressées, concurrencées, et donc on doit aller vers des marchés financiers régulés en termes de logique de marché. Mais surtout, on a besoin d'une industrie financière patiente qui va être dévouée au long terme. Les banques, on a besoin d'avances bancaires pour amorcer des projets de long terme. Mais les banques ont absolument besoin de passer le relais à des investisseurs qui ne soient pas passifs, qui s'engagent. Il n'y a pas d'industrie des fonds d'investissement européens, par exemple. Il y a des banques publiques de développement en 2 ou 3 pays européens, ça ne suffit pas. Et donc, on a besoin d'une industrie financière patiente, les assureurs, les fonds de pension, les fondations, les fonds souverains à créer, etc. Je ne développe pas. Vous voyez ce dont je parle. Troisième point, briser l'alignement des intérêts des entreprises avec le grand management. On a des exemples tous les jours en France, hein, entre parenthèses. Le cas de Danone récent est assez spectaculaire d'ailleurs. Briser l'alignement des intérêts des entreprises par rapport aux grands investisseurs, ça vaut notamment sur les sociétés. En ce qui concerne les PME, à court terme, l'État va devoir transformer des prêts participatifs en participation publique. J'aimerais bien que les collectivités locales soient dans le coup, avec elles-mêmes des stratégies régionales. Mais pour ce qui concerne les grandes entreprises, évidemment, on est placé devant des problèmes d'une autre envergure et on a besoin qu'à l'actionnariat monte cette finance patiente, ces fonds d'investissement à créer. Donc la composition du capital, il faut y réfléchir. Et bien entendu, la participation, deuxième élément, de toutes les parties prenantes à la gestion et à la stratégie de l'entreprise. C'est le défi majeur, pas simplement de la participation des organes syndicaux. C'est une véritable participation en profondeur, avec ce que ça suppose de compétences, d'informations, de logique de projet dans les entreprises et non plus de logique de suivre la pression du marché. Et quatrième point, relance de l'intégration européenne. Tout ça pour combattre le virus financier qui nous enferme. On aura besoin d'un euro international parce qu'il y aura des grandes décisions à prendre dans la réforme des institutions internationales d'après-guerre. Mais un euro international suppose
une Europe financière intégrée. Or, notre union bancaire est ensablée et notre union des marchés des capitaux est à construire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand espace intégré où il y aurait des solidarités financières pour pouvoir promouvoir des investissements européens d'intérêt commun. On a parlé d'union de financement, même Villeroy de Galhau, union de financement, et même il y a un lot d'investissement, mais tout est à faire, et pas forcément comme il le conçoit d'ailleurs, parce que précisément ces questions de transformation du capitalisme sont très peu posées. Quant à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, je suis pour, c'est mes amis qui font ça. C'est beaucoup trop court. C'est beaucoup trop court par rapport à de tels enjeux. Vous voyez les grands pétroliers qui peuvent parfaitement se verdir en investissant dans les renouvelables et en même temps préparer les investissements en zone Méditerranée, Arctique et ailleurs, parce qu'ils ne vont pas tirer un trait sur leurs réserves pétrolières et surtout gazières. Deuxième partie, j'espère que je suis dans les temps, je crois, oui. Deuxième partie, redonner sens à l'innovation, orienter autrement nos investissements pour répondre à des besoins sociaux vitaux. J'aime pas la petite musique de l'innovation néo-schumpeterienne. J'ai lu Schumpeter il y a 50 ans, et plus de 50 ans. J'ai lu les 1200 pages d'histoire de l'analyse économique en anglais. J'adorais Schumpeter. Mais nous ne nous servons pas du néo-schumpeterien vive la destruction créatrice. Il y a beaucoup de polytechniciens devant moi. Auguste Comte, notre illustre aîné, disait « On ne doit détruire que ce que l'on remplace ». Or, on parle tous les jours de réindustrialisation, c'est tout le contraire de ce qu'ont fait les Saint-Simoniens. Bref, ah là là, c'est difficile quand même. On manie beaucoup de mots, mais il y a besoin d'une clarté. Alors, l'Europe nous dit « Oui, mais notre sens, c'est le Green Deal ». Écoutez, vous êtes tous, certainement vous pensez comme moi, que l'équation entre croissance et écologie est nullement résolue. Nullement résolue. Et même en pleine pandémie, l'amélioration de la réduction petite des émissions de CO2, c'est rien par rapport aux engagements qu'on a pris. On ne sait, sous la pression d'une écologie radicale, il s'agit plutôt de décroissance. Alors, une des questions majeures c'est l'énergie, bien entendu. Claude Fischer-Herzog fera un webinaire devant vous bientôt. Je ne veux pas faire du tout de résumé, mais je citerai quand même 2 points, c'est trop gros. 1, hypothèse énorme de réduction de la consommation d'énergie d'ici 2030-2050. Consommer moins, mais produire plus d'électricité en particulier pour répondre aux besoins. Il faudrait peut-être y penser. Consommer moins, c'est de la décroissance, simplement, si ce n'était que ça. Et quant au produire, va-t-on remplacer nucléaire plus la complémentarité à faire, plus exactement, sur nucléaire et renouvelable, par gaz plus renouvelable? Mais vous verrez ça avec Claude. Et un mot encore avant de prendre encore quelques points de construction. Donc, le Green Deal, parlons-en, quoi. La foi dans la technologie, parlons-en. Alors là, ça pose d'immenses problèmes culturels aussi. La technologie, il faut la maîtriser pour qu'elle réponde à des besoins. Je vous conseille de lire les prix Nobel. Ishiguro, japonais, Ramakrishnan, indien, Kahneman, économiste, un littéraire, un qui est créateur du génie de l'édition génétique, Kahneman, économiste, on parle sur les comportements, qui disent à peu près tous la même chose. Ce qu'on prépare actuellement, c'est du sous-emploi, c'est une manipulation des émotions. Où est l'homme dans la boucle? Ce qu'ils écrivaient dans un magnifique article récent du Financial Times du week-end. Où est l'homme dans la boucle? Pouvons-nous confier ces mutations à un oligopole de très grandes sociétés internationales dont on ignore tout à fait le fonctionnement interne? Pouvons-nous leur donner leurs données qu'ils numérisent et qu'ils transforment à leur façon? Quelle société? Et ils disent une société de grands prêtres et de travailleurs redundant, c'est-à-dire superflus. C'est ça qu'on prépare. Ça doit intéresser
j'adore les ingénieurs économistes, hein, mais ils doivent se poser des questions culturelles, anthropologiques à ce niveau-là, à mon avis. Et je prends 4 points brièvement. Alors, du que faire? Donc, nous devons reprendre contrôle de tous ces outils. Priorité absolue pour une relance et une reprise durable, emploi, formation, compétences. Le drame de la jeunesse est annoncé, le décrochage en matière d'accès, d'intérêt pour les sciences également. Et on ne peut pas laisser en déshérence. De toute façon, il y aura des réactions sociales et politiques et des conflits de génération si on ne le fait pas. Et bientôt. Il faut absolument une offre de formation-emploi pour les jeunes. Multiplier l'apprentissage, et donc il faut des offreurs pour l'apprentissage. Créer de nouveaux contrats. En 82, à l'époque, avec mes camarades de l'époque, nous proposions des contrats emploi, formation, production, c'est-à-dire des jeunes qui vont aller vers des chantiers de constitution de filières et de réseaux européens et de réindustrialisation, avec toutes les motivations qui iraient avec. Et l'économiste Dani Rodrik aujourd'hui, quand il demande des services polyvalents dans toutes les régions pour précisément créer le contact entre les populations jeunes ou moins jeunes et les offreurs d'entreprises et autres structures de formation, voilà quelques propositions qui m'ont conduit d'ailleurs au niveau européen à proposer la formation d'un marché du travail européen, une idée qui a été reprise par Michel Barnier, et la création d'universités technologiques européennes, répondant à une demande de besoin de compétences partout pour une reprise durable. Et toute l'industrie dit, oui, mais nous n'avons pas les compétences. Les Allemands le disaient en tête d'ailleurs. Deuxième point, réapprendre à produire sur nos territoires, mais en synergie pour reconquérir une maîtrise des chaînes de valeur, de création. Je n'aime pas chaîne de valeur, je dirais de valeur ajoutée, disponible pour les besoins et pour l'investissement. Et non pas valeur pour les actionnaires, je ne veux pas revenir là-dessus. Enfin, en tout cas pas prioritairement. Donc, réapprendre à produire. Il y a une demande de produire local, mais chacun comprend bien que les chaînes de valeur sont internationalisées. Il y a déjà des problèmes de pénurie dans les composants, dans les inputs. Donc, nous n'avons pas la maîtrise des chaînes de valeur et la production devient un problème qui doit se traiter au plus près du terrain. Moi, je suis de façon générale pour une décentralisation et une montée du rôle économique des régions, entre parenthèses, mais aussi pour des coopérations internationales et des synergies européennes, et au-delà d'ailleurs de l'Europe, avec le besoin de créer une division européenne du travail. La montée en filière, c'est pas, il fait des efforts, Thierry Breton, mais quand même, quand le monde de composants électroniques, et tiens, on va taper là-dessus, on va essayer de faire quelque chose, il faut savoir que les composants se situent dans des chaînes. Et si nous ne produisons pas nous-mêmes les portables et les produits finaux, les composants, ils viennent d'ailleurs, évidemment. D'ailleurs, il y a des congestions. Mais ça n'est qu'un exemple. De façon générale, on a appris aussi dans des rapports européens qu'il y avait une vallée de la mort entre la finance et le développement des projets de long terme. C'est des sujets qu'il faut absolument reprendre. C'est mon troisième point. Je ne veux pas oublier le problème des infrastructures numériques européennes. On ne peut pas laisser nos données stockées et traitées ailleurs indéfiniment. Ça, c'est pas possible. Je n'évoque pas, ça peut venir en débat, qu'est-ce qu'on dit alors aux grandes multinationales? On ne va pas pouvoir les couper en morceaux, mais on peut leur dire des choses. Et pas simplement demander une taxe. Oui, ça, mais ça, loin de suffire. Troisième point, alors créer une complémentarité entre les entreprises et les institutions publiques. Nous sommes encore dans un pays qui a une image dégradée des entreprises. Alors que l'entreprise crée des richesses, crée des emplois. Mais elle a besoin aussi de l'État, qui lui-même est responsable en principe des biens publics communs, des filières précisément de la montée de la recherche, formation, infrastructure. Donc ça, ce troisième point est très important. Ce faisant, nous pourrions, pour créer cette complémentarité entre entreprises et institutions, reprendre l'esprit de Jean Gandois qui parlait d'entreprise européenne, identité d'entreprise européenne. Nous avons travaillé ça avec Confrontation Europe
en son temps, nous avons des publications là-dessus. Il faut reprendre des identités d'entreprises pour créer la valeur européenne et que l'Europe devienne un camp de base pour ces entreprises dans la mondialisation. Et quatrième point, évidemment, dépasser les rivalités entre les États. On va dire oui, mais les États, bah oui, les États sont rivaux. Les États sont rivaux. Il faut que l'Union européenne comprenne que l'unité par la règle est un échec. On a fait des conneries énormes. Par exemple, en clé, en matière finance, la fair value. C'est même la full fair value, nous demandaient les pires idéologues néo-friedmaniens. On a cédé nos normes comptables. Les normes comptables sont venues d'une poignée de pseudo-innovateurs intellectuels, et on a adopté ça, et l'Europe n'est pas maîtresse de ces normes comptables. Or, comme le disait justement Yves Perrier, d'ailleurs, dans un papier, peut-être d'aujourd'hui d'ailleurs, ou de quelques jours, l'homme d'Amundi, là, en disant, mais ça c'est une question clé, parce que si vous voulez diriger votre épargne et vos ressources financières vers vos investissements, encore faut-il que l'information financière, l'expertise, soit au rendez-vous quand vous l'avez abdiqué. C'est moi qui durcis en disant, nous l'avons abdiqué. Donc ça, l'unité de l'Europe par les règles, l'Europe se vante d'être une soft power. Écoutez, il faut regarder les règles d'investissement, le traitement national. Donc, la réciprocité pour le traitement national, qui est un peu la clé. Donc, nous voulons que les entreprises chinoises aient le même traitement national que les françaises quand elles viennent ici, et réciproquement en Chine. Avouez que comme vision stratégique sur l'organisation des coopérations internationales, ce n'est pas terrible. Donc, il faudra revoir les règles européennes et les normes. Et oui, alors que malheureusement, il y a une doxa communautaire bien incrustée, je peux vous le dire. Mais ils le savent, il y a des gens formidables dans la Commission. Mais ils n'ont pas mandat là-dessus. Et d'autre part, bien entendu, pour développer ces stratégies de réforme en coopération au niveau européen, nous avons besoin, et pour réduire le poids de la rivalité des États, il y a des innovations à trouver. Pas forcément tout le monde dans les mêmes schémas de coopération. Si la France, la Pologne ou l'Italie veulent créer des universités technologiques et d'autres pas, mais qu'ils le fassent, et qu'ils puissent le faire. Donc nous avons besoin de coopération structurée, permanente, on en parle pour la défense, et pourquoi on ne ferait pas pour le nucléaire et pour des dossiers, ou pour les infrastructures publiques de traitement, de stockage et traitement des données. Pourquoi ? Donc, on peut faire en coopération renforcée, pas tout le monde, choisissez les États. Mais par contre, il faut monter l'autorité politique de la Commission. Parce que je dis de la Commission, voyez le pataquès diplomatique des derniers jours en Turquie, mais c'est ridicule, ridicule. Il y avait que 2 fauteuils. Alors le président Erdogan, et puis un fauteuil pour Charles Michel, président du Conseil. D'ailleurs, le Conseil domine, effectivement. Et Madame Ursula Leyen n'avait pas de fauteuil. Voilà ce que c'est l'Europe du point de vue. Et l'autorité ne peut qu'être celle de la Commission. Ce n'est pas forcément qu'elle prenne les décisions par-dessus les États. Non. J'ose faire une comparaison avec le Sénat romain. Le Sénat romain ne prenait pas les décisions, mais c'était une autorité morale et politique de premier ordre. Je ne dis pas qu'on va transformer en Sénat romain la Commission européenne, mais c'est pour dire ça. Ces questions ont été posées dans l'histoire. Il faut lui donner l'autorité, ce n'est pas possible. Elle n'aura pas, sinon, aucune stratégie. La souveraineté européenne, oubliée. Bon, et j'ajoute, bien entendu, cette commission devra travailler en lien avec le terrain, c'est-à-dire, c'est pas seulement se rapprocher. Il y a la conférence pour l'Europe qui va sortir, ça va être la énième. On va prendre des conventions citoyennes et tout le bazar, les débats publics ratés. C'est de ça qu'il s'agit. Un peu court quand même. Hein. Se rapprocher des citoyens, j'ai 50 exemples dans ma carrière européenne pour dire qu'ils ont foiré. Et c'est le même problème en France d'ailleurs. Trop de présidentialisme et dans un État super administré. Mais bon, donc il va falloir retrouver le terrain et que les gens de terrain puissent se brancher sur les projets d'intérêt européen. Les laboratoires du Nord avec des laboratoires d'autres pays, scandinaves ou autres, il faut bâtir ces coopérations. Et donc c'est à la base que c'est du bottom-up qu'il faut faire.
Je termine, j'ai fini, je crois que j'arrive dans mon temps. Je pourrais conclure en 3 phrases, mais bon. 1, tout ça, c'est des choix de société. Sans que les citoyens voient un sens et qu'ils y adhèrent plus ou moins, parce qu'il y aura forcément des réfractaires, ce sont des choix de société. Il faut bien. Michel Barnier, quand il est parti, a fait un livre, il l'a intitulé « Se reposer ou être libre », au pluriel. Ça, c'est Thucydide pendant la guerre du Péloponnèse. Mais oui, se reposer ou être... Actuellement, nous sommes en impréparation des réformes alors qu'il y a urgence. N'attendons pas le rebond de 2022 pour se dire « tiens, mais ça va repartir derrière ». Non, 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 non. L'impréparation des réformes de long terme, elle est là. Ça commence aujourd'hui, inversement, cette préparation. Deuxième point, mais je l'ai évoqué, résoudre l'équation liberté-autorité. Il faut que les gens se sentent plus libres en même temps qu'on crée ce type d'autorité dont je parle à Bruxelles. Là. Ah, il faut que ça se gagne, évidemment. D'ailleurs, c'était ça l'autorité du Sénat, entre parenthèses, du Sénat romain. C'était l'autorité de sa parole, le sens, les valeurs qui étaient portées. Mais bon, donc ça se résout par la qualité d'un espace public d'information et de communication. Il est en déshérence, notre espace public. C'est relativisme total. Le pour et le contre, les radicalités ont pignon sur rue, soi-disant parce qu'il faut prendre tout le monde, alors qu'on n'arrive pas à avoir un espace public qui va permettre de délibérer sur les choix collectifs. Et mon troisième et dernier point, je termine, en nous posant la question, une renaissance de l'Europe est-elle possible? Est-elle possible? Oui, mais après, il y a eu les faillites du XXe siècle, les guerres mondiales, l'Europe elle a sombré dans le pire, mais après-guerre, elle a commencé à rebondir avec une sorte de renaissance, qui est vilipendée. Philippe de Villiers peut faire 300 000 exemplaires en France, pour jeter des tonneaux de dénigrement et de mensonges d'ailleurs sur Schuman et Monnet, avec très peu de gens, dont je fais partie, mais qui ont réagi en essayant de prendre la parole. Et qu'est-ce que c'est que par rapport à une diffusion de masse? L'espace public d'information et de communication est en déshérence. Et ce n'est pas du pour et du contre au nom de la démocratie. C'est plus compliqué. C'est s'unir sur des projets. Et bien entendu, tout ceci avec un sens de l'histoire de l'Europe qui doit bouger. Le monde a complètement changé. L'Europe a incarné une civilisation européenne. Elle ne peut plus, elle ne sait plus, et tant mieux. Mais par contre, et comme c'était le cas des Schuman et Monnet et autres, l'Europe doit aujourd'hui apporter une contribution à la formation d'une société mondiale avec les mêmes problèmes ancestraux de la paix et du développement. Merci. Merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment passionnant. Alors, je vais te poser les premières questions. Alors, certaines sont longues, donc je vais commencer par une, et puis quand ça sera moins long, je regrouperai. Donc, premier commentaire auquel tu peux réagir de Bertrand Lépinois. La reprise économique s'accompagne déjà de certaines frictions consécutives au goulot d'étranglement, notamment sur les intrants essentiels pour l'industrie. Ce constat anticipé depuis longtemps découle en particulier des désynchronisations en cascade des processus productifs nationaux et des chaînes de valeur associées internationales. Rebond, reprise, relance, plus que jamais, il nous faut utiliser ces termes à bon escient. Alors, comment tu réagis à cette première remarque? J'ai parlé de rebond. J'ai utilisé plutôt les mots du programme européen qui finalement s'appelle programme de résilience et de relance. Il y a tentative de relance, mais il y a très peu d'investissement là-dedans. Je n'ai pas traité du plan Juncker 2, qu'il faut évaluer, que je renverrai à d'autres questions si vous le souhaitez. Typiquement, manque en matière d'innovation et d'infrastructure, il a été défaillant. Et la version 2 ne va pas devenir une reprise au nom du Green Deal, qui lui-même est un Juncker 2 en réalité. Je suis rapide. Et oui, la question de la maîtrise des chaînes de valeur est justement soulignée ici. Bien entendu, il y a les congestions, il y a les intrants, il y a les congestions portuaires aussi. On a vu sur Suez les fragilités, je veux dire. Bon. Mais il y a les congestions en matière de vaccins, pour prendre un exemple retentissant. Et donc, il faut reconstituer des chaînes
mais les chaînes ne sont pas à 100%. C'est ça que je veux dire. On doit rester dans l'ouverture. Mais pour cela, il faut une Europe plus compétitive, mais une Europe plus compétitive qui se place judicieusement dans les créneaux qu'il faut prendre. Voilà. Puce électronique, si on est moins bon que les autres, ou batterie, on doit se poser un problème. Mais puce électronique ou batterie, si on arrivait à avoir des contrats de coopération durable, y compris avec la Chine et d'autres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous ferons des créneaux en coopération avec d'autres, nous n'aurons pas une résilience totale par une industrie qui serait uniquement européenne. C'est un autre concept, mais je suis trop long, j'arrête. Non, c'est intéressant, Philippe. Alors, autre remarque là de Jacques de Gerlach, j'espère que je prononce bien. Dans les pôles du développement durable, il devient essentiel d'ajouter aux 3 piliers économiques, social et environnemental le pilier financier, qui, comme tu viens de le souligner, Philippe, n'est pas nécessairement solidaire du pilier économique, comme en témoignent depuis longtemps de nombreux chefs d'entreprise sous la pression de leurs actionnaires, CF Danone. Donc, d'autres remarques de Jacques. Relancer l'intégration européenne sous-entend d'en concevoir une réelle constitution qui ne soit pas seulement l'agrégat des directives et règlements existants et du traité de Lisbonne. Donc, il y a une remarque sur le rôle de la finance, une remarque sur une constitution européenne. Je te laisse réagir à ça. Voilà. Alors, sur le rôle de la finance, j'ai été abondant tout à l'heure, mais effectivement, d'ailleurs, j'ai demandé une finance patiente qui prenne les risques du long terme et qui va les partager avec un partage des risques. Je peux entrer à l'intérieur de ce sujet. Il n'y aura pas d'investissement à long terme sans partage des risques. Le partage des risques entre plusieurs alliés signifie que le coût unitaire de l'investissement et son risque sont réduits. Le coût sur chacun des participants est plus faible s'il y a un partage. Ce qui veut dire qu'il y aura une promotion des partenariats publics-privés comme absolument indispensable. Absolument indispensable. Ça a été le cas à grand-peine pour, comment s'appelle le satellite là, Copernic. C'était Copernic, voilà. Je crois. Copernic. Et c'est un consortium public-privé. Il faut réinventer les consortia publics-privés. C'est Galiléo. Tout à l'heure, la question. Galiléo, pardon. Galiléo. Donc, et qu'on arrête de dire Airbus, Airbus. Hein, là aussi, c'est comme New Deal, ras-le-bol. C'est un autre monde. Il faut faire évoluer les concepts et ne pas se payer de mots. Et puis, il y a besoin d'agences publiques pour traiter le gap. Je rajoute ça à ce que j'ai dit tout à l'heure et je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais il y a un autre point. On a besoin d'agences publiques de développement pour faire interface entre les entreprises et les financiers. J'ai parlé de la finance patiente, les fonds de pension, les assureurs, mais pour mettre en contact les besoins d'investissement dans nos régions et dans les filières industrielles, pour mettre en contact la finance et les porteurs de projets, il y a besoin de nouveaux intermédiaires. La création de la BPI en France, j'ai sous-estimé que c'était une bonne idée. J'ai sous-estimé au départ, j'ai eu tort. Et je me dis, pour les PME, ça s'avère très important. Mais c'est à reprendre et à développer et à faire évoluer de façon... Mais le problème se pose à l'échelle européenne, c'est ce que j'évoquais. La question, il n'y a pas d'industrie du capital risque en Europe. Les grands champs, la bourse après Brexit, c'est aux États-Unis que ça se passe, plus avant. Nicolas Véron a sorti de très bons papiers d'ailleurs là-dessus. Après Brexit, il ne peut y avoir une promotion de bourse européenne que s'il y a l'intégration des marchés des capitaux, qui est au stade zéro, malgré nos efforts, ou quasi zéro, malgré les efforts entrepris. C'est un objectif depuis 2014, mais complètement ensablé. Je rajoute ça, et je ne reprends pas mes points de tout à l'heure. Constitution. Alors, tout ce que je dis nécessitera des réformes institutionnelles. Nous n'y sommes pas prêts. Recommençons pas. Mais oui, à moyen terme, je dis même pas long terme, mais à moyen terme, plus on avance, on ne va pas se laisser embarquer par les problèmes de manque de compétences juridiques. On peut avancer en coopération, j'ai évoqué les coopérations renforcées, qu'il faut absolument libérer. Donc avec les institutions actuelles, on peut mieux faire, on peut faire beaucoup, y compris en pensant aussi à mes problèmes de synergie
de planification interrégionale en Europe. Faisons ces choses-là prioritairement. Et bien sûr, on va se heurter notamment à des questions, les normes toxiques que j'évoquais. J'ai évoqué les normes comptables. Mais par exemple, la doctrine de l'investisseur avisé qui demande à une entreprise publique de se comporter comme une entreprise privée bien gérée, ça tourne le dos à la notion de service public. EDF va être, comme le glisse Claude, un cas d'école pour la France, bon sang. Retrouvons l'esprit de Maurice Allais, ancien, le meilleur prix Nobel un des meilleurs prix Nobel que le monde ait connu, qui a quand même appris aux gens qu'il y a des secteurs à rendement croissant où les services et les équipements doivent être accessibles à tous, qui nécessitent une autre économie politique que celle de la finance friedmanienne, pour être brutal. Donc, tout ça peut macérer, les avancées partielles, c'est faisable. Je ne mets pas en super tête le vote à la majorité qualifiée. Il faut faire le forcing dans le débat public européen et ça cède les minorités quand le débat public est bien conduit. Mais oui, à moyen terme, il y aura besoin d'une constitution. Surtout ne plus refaire la bêtise la dernière fois. Je remets un gros paquet cadeau au milieu des règles et des politiques d'hier alors qu'on a besoin des règles et des politiques de demain avec toutes les corrections nécessaires. Une constitution doit donner le sens de cette aventure, le sens d'une renaissance européenne. Et oui, nous en aurons besoin dans quelques années. On ne peut pas commencer comme ça, sinon on va à nouveau se planter. Okay, merci Philippe. Alors, je vais grouper trois remarques et questions, les trois remarques et questions suivantes. Donc, d'abord, Bertrand Lépinois. La France n'est-elle pas en passe de devenir la plus grosse cigale d'Europe et n'est-elle pas la seule nation à poser la question de l'opportunité de se mettre en défaut? Donc, sujet de dette publique et de soutenabilité. Première remarque, question. Deuxième de Elisabeth Néo qui dit Schumpeter parle aussi d'accumulation créatrice. Mais le reprennent, de Éric Sartori, Éric Sartori, et Jacques de Gerlache qui dit une interprétation systématique du Green Deal pour en harmoniser réellement la mise en œuvre opérationnelle à la hauteur de ses ambitions, et il envoie le lien vers une publication de clubofrom.eu. Voilà, que les participants peuvent consulter dans le chat. Voilà, je te laisse réagir à ces commentaires et questions. D'accord. Alors, la France accumule des déficits budgétaires et commerciaux depuis 25-30 ans. Hein. Berlevad a donné l'année, c'est à peu près de 7 ans. C'est la folie. Et on ne va pas toujours, et ça j'ai traité, compter sur l'euro qui nous protège. Merci, merci, merci la Banque centrale, ça c'est sûr. Sauf que la Banque centrale, on ne peut pas lui renvoyer toutes nos dettes. Et puis elle ne peut pas cibler directement les bons investissements, la Banque centrale. D'où les mesures, les transformations à opérer. Mais la France en particulier, qui est effectivement une cigale, pas tout à fait exact, parce qu'elle fait de l'épargne aussi, la France. C'est-à-dire, en accumulant ces déficits, je dirais, elle s'hypothèque l'avenir. Elle s'hypothèque l'avenir et ça devient il faut rembourser les dettes. Et en plus, si on fait de la mauvaise dette, parce qu'on n'arrive pas à faire des investissements idoines, on est coincé. Alors oui, dans les toutes prochaines années, mais maintenant, la France, et à la veille de l'élection présidentielle, doit poser la question de la soutenabilité. Et c'est là qu'on nous sert le maximum de bobards. Je suis sûr que la question de Bertrand me montre qu'il doit penser comme moi. Tous ces bobards, que ça ira, il n'y a pas besoin. On va restructurer nos dettes, on va les renvoyer au calendes, on nous fera toujours confiance, on sera toujours plus dépendant des marchés financiers. Mais non, ça ne tient pas. Donc ça va être très dur, l'après-pandémie. Très dur, parce qu'il faudra tailler dans l'assistance, tailler dans les aides. Sinon, pour les raisons que je viens d'évoquer, on sera coincé. Et on peut... Et alors, y compris d'ailleurs les inégalités entre cigales et fourmis, vous les trouvez dans le directoire de la Banque centrale. Hein. Parce qu'attention, il y a des comptes des apports des uns et des autres. Il y a tous les États qui sont actionnaires derrière. Hein. Or, il y a des excédents allemands et des déficits ailleurs, France, Espagne, Italie. On a repris beaucoup de dettes de la Grèce. Est-ce qu'on reprendra beaucoup de dettes de la France si on se trouve en difficulté? Hein?
on n'est pas encore en état en faillite, mais ça a existé dans le monde, ça existe en Europe, ça existe dans le monde. Ça s'appelle l'Argentine ou d'autres pays d'Amérique latine. Il y en a un ou deux autres qui m'échappent, mais bon. Donc oui, un État peut tomber en faillite, et là, il est complètement tributaire de ce que les autres en font. Voilà, je ne veux pas rajouter. Schumpeter, bien sûr, je ne vais pas me laisser coincer là-dessus, mais d'ailleurs, vous ne cherchiez pas à me coincer, bien sûr. Mais Schumpeter, corrigé par Auguste Comte, ce que j'ai fait, corrigé par Auguste Comte, la destruction peut être vraiment destructive et non pas créatrice. Donc, je me suis étalé là-dessus. Et il y a un deuxième Schumpeter qui a fait capitalisme, socialisme et démocratie, et qui s'est dit au bout d'un moment, mais oui, mais toute cette montée de la bureaucratie, alors lui, c'était du côté de l'administration, il avait raison. Mais c'est la même chose dans les grandes entreprises, me dit-on. Dans les banques, n'en parlons pas. La bureaucratisation et la culture managériale d'aujourd'hui, où l'homme devient superflu, etc., je ne reviens pas tout ça là-dessus. Le néo-taylorisme dans l'organisation du travail, ça, c'est du Schumpeter déjà, mais du Schumpeter corrigé. En quelque sorte, alors qu'il penchait bien entendu contre la montée des États, ce qui n'est pas mon cas, alors que je cherche une complémentarité entreprise-institution publique, complémentarité, l'intelligence d'investissement dans l'entreprise, l'administration correctrice des dégâts au niveau de l'État. C'est une très mauvaise répartition des rôles. Nous devons inventer une nouvelle économie mixte public-privé, réconcilier et redéfinir les rôles. Et en ce qui concerne le Green Deal, vous avez raison, il n'y a pas d'évaluation. Enfin, si, il y a l'évaluation dans les faits, où on voit très bien qu'on émet plus de CO2, alors qu'on a une croissance ralentie, et même je n'aime pas la croissance négative, ça, encore, c'est affreux ce genre de mots, mais disons, la chute de la production, de la création de valeur ajoutée, c'est pas décroissance au sens de ralentissement, non, ça baisse. Alors maintenant, la plupart des médias, c'est la décroissance. Mais bon. Donc, il y a besoin de cette évaluation, et j'ai évoqué cette difficulté, l'équation à résoudre entre nouveaux types de croissance, économe des moyens matériels, avec recyclage, comme ça se fait dans l'énergie nucléaire, en tout cas dans les solutions qui sont en cours et sur lesquelles manquent les décisions à prendre. Donc, une économie du recyclage, de l'économie des moyens matériels, du meilleur usage des patrimoines dont nous disposons, et en même temps, ça va exiger un développement humain sans précédent. Ça, c'est mon leitmotiv, ça va peut-être les dernières années de ma vie. Un développement humain, nous avons lâché nos humanités. Nous sommes dans une logique techniciste. C'est génial, la technique, ça peut être prodigieux. Mais c'est des hommes. Si l'homme n'est pas dans la boucle, si les populations décrochent, les fabricants de gènes ou modificateurs de gènes et de fonctions cérébrales, ça vient que dans les romans de science-fiction, mais j'espère que ça viendra dans la façon dont on conçoit les algorithmes, qui aussi vont faire du Green Deal. Et sur le Green Deal, je rappelle aussi, vous voyez les pétroliers, vous aurez... ils feront moins de charbon, mais ils feront plus de gaz. Et le pétrole, d'ailleurs, le pétrole, ils ont trop de réserves encore pour les lâcher. Ils en trouveront en Arctique. Alors, je n'ai pas traité des chantiers géopolitiques, hein, malheureusement. Pas de place, pas le temps. Mais je vous ai traité une Europe plus forte et plus unie. C'est la condition, de pouvoir jouer un rôle dans l'étau que représente maintenant la compétition mondiale, où deux sont très bien placés, enfin, sont placés à fond. Et nous, si on veut desserrer l'étau, avoir une autonomie stratégique, on a besoin d'être plus fort en interne, mais d'avoir un esprit de coopération vis-à-vis de l'extérieur. Je rajoute ça en termes politiques. Il y a plus intelligent à faire qu'ostratiser la Chine et la Russie. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie, franchement? D'ailleurs, les pays d'Europe de l'Est qui ne s'y retrouvent pas dans la division du travail européenne, qui n'ont pas les vaccins ou qui n'ont pas les financements pour leur centrale, ils vont à l'Est. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Alors, ne parlons pas des émergents dont on se moque totalement et de ceux qui n'ont pas émergé et qui le veulent, les Africains, qui n'ont pas les vaccins, qui n'ont pas l'électricité, et j'en passe.
Notre géopolitique doit être une géopolitique de réinvention de la coopération internationale. Il y a tout un volet de terrain, de coopération entre les nations, d'investissement transfrontières qui est négligé. Les chiffres sont là. Savez-vous que l'Europe finance les États-Unis? J'ai oublié. Nous, nos déficits, nous dépendons des marchés financiers, mais qui sont dominés par la logique du dollar. La Chine a financé les Américains et leurs déficits en achetant massivement des bons du Trésor et ne veut plus le faire. Mais l'Europe, chiffre de Vittori dans les Échos il y a quelques jours, 300 milliards dans les trois dernières années qui sont partis d'Europe vers les États-Unis. Alors allons-y pour l'évaluation aussi. Donc voilà ce que je veux dire. Ça me rajoute aussi un point important sur finance. Les questions me sont précieuses. Merci Philippe. Alors maintenant, je vais regrouper par 4 questions, encore plus de challenge. Donc, suivante, donc, sur le départ de la Grande-Bretagne, est-ce que ça peut être l'occasion de progrès institutionnels? C'était de Denis Randet. Ensuite, de Claude Leclerc, je crois. Donc, tu avais évoqué le scandale avec Erdogan. Voilà, donc il évoque l'incident. Est-ce que cet incident n'a pas eu lieu par hasard et que ça suit la décision du gouvernement turc de sortir de l'accord d'Istanbul? Encore de Denis Randet, quelles initiatives clés sont à la portée du gouvernement français? Alors, je pense que c'est une question générale, donc je te laisse choisir. Je n'ai pas bien saisi. À la portée du gouvernement français. Initiatives clés à portée du gouvernement français. Et enfin, de Samuel Furfari, ce dimanche, nous devrions célébrer les 70 ans de la CECA, véritable traité de réconciliation. En 1955, les 6 réunis à Messine ont lancé la collaboration en matière d'énergie nucléaire. L'UE est basée sur 2 paris. J'ai aimé cette phrase d'Auguste Comte que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, on interdit le charbon et le nucléaire, alors que depuis 2 parias, pardon, l'UE est basée sur 2 parias. J'ai aimé cette phrase d'Auguste Comte que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, on interdit le charbon et le nucléaire, alors que depuis qu'on dit renouvelable, on est arrivé à 2,5% de l'énergie primaire avec le vent et le soleil. Qui veut détruire l'UE pour qu'on prenne des décisions aussi stupides? Voilà, c'est 2 parias. L'UE est basée sur 2 parias. Voilà. Je te laisse réagir à tout ça. Alors, je prends la dernière qui me ramène à Jean Monnet, quoi. Un point fondamental, qu'est-ce qu'a fait Jean Monnet? Il a inventé des mutualisations industrielles entre les Européens. C'est ça la fondation de l'Europe, côté Jean Monnet. Je ne parle pas côté Schuman, qui est complémentaire au plan culturel et géopolitique. Jean Monnet, c'est de dire, pendant les 2 guerres mondiales, nous avons besoin de mutualiser nos flottes maritimes dans l'une, aériennes dans l'autre, principalement, pour casser la rivalité entre nos alliés. Et le même Jean Monnet, d'ailleurs, pour bien conclure l'opération, faisons une fusion entre la France et la Grande-Bretagne. Comme ça, vous aurez une coopération organique. Remarquable, remarquable. On peut lui cracher dessus, comme fait Philippe de Villiers, n'est-ce pas? Continuons comme ça. Et alors, les mutualités de Jean Monnet, ça a commencé après-guerre par charbon-acier. Et il voulait continuer par l'énergie. Et il faudrait, bien entendu, il a eu raison, je n'y reviens pas, c'est absolument l'heure du jour. Et puis, il faut continuer par les transports. Si on avait fait du ferroutage européen, il y aurait moins d'encombrement de camions sur les routes. Du transfrontière européen, c'était une de mes bagarres, mais évidemment, ça a avorté. La logistique, les transports et la logistique. Mais ajoutons la santé publique et l'éducation aujourd'hui. C'est du Jean Monnet 21e siècle, éventuellement. L'esprit, disons, l'esprit. Je voulais rajouter ça puisque vous m'en donnez l'occasion. Samuel m'en donne l'occasion. Alors, je remonte. Erdogan, c'est relativement... Vous avez répondu tout à fait clairement. Nous sommes redevables des Turcs. Il y a un troc. Ils nous gardent, ils empêchent des Syriens et autres de venir massivement en Europe. Ils nous font du chantage à propos de la Libye. D'ailleurs, si on ne s'entend pas, vous en aurez de plus en plus par le sud. Bon. Bref, gardez ces gens-là chez vous. C'est vrai, enfin, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Et on vous finance.
et on vous finance. Pourquoi? Parce que la Turquie fait des déficits. La Turquie n'est pas un État faillible, la Turquie est en grande difficulté commerciale et financière. Et sa monnaie plonge. Et le dictateur a décrété qu'il fallait baisser les taux d'intérêt pour faire de la relance. Il en a pris en pleine figure. Parce que, tiens, votre monnaie se dévalue, vous aurez plus vos financements extérieurs. Bon, bref. Donc, parfaitement vu. Donc, derrière le problème diplomatique, il y avait ce sujet-là, vous avez raison. Et finalement, le compromis est renouvelé, hein, entre parenthèses. Ensuite, le départ de l'Union. Alors, le Brexit, c'est un sujet. J'avoue, et Claude m'est témoin, que j'étais un des rares. J'ai conjugué 2 points. Un, j'ai dit, le départ de la Grande-Bretagne, c'est un signe de désintégration de l'Union européenne, c'est pas bon. Et là, et nous sommes tous responsables. Et bon, je n'étais pas d'accord avec mon ami Michel Rocard, qui pensait que la sortie, ce serait plus facile pour nous. Je ne pense pas que la sortie sera plus facile pour nous, parce que c'est une perte de lien avec des gens qui ont une grande intelligence scientifique et technologique et qui ont un réseau international alors avec une expérience de la globalisation que nous n'avons pas. Donc, c'est une perte pour l'Europe. Mais en même temps, je comprends les Britanniques. J'ai corrigé ça, ce premier point, à l'expérience. Et Claude m'est témoin que j'ai jamais diabolisé Boris Johnson. Jamais diabolisé. C'était un stratège remarquable parce qu'ils étaient en plein jaja entre eux, chez les conservateurs, chez les travaillistes. Les Remainers ont été complètement incapables d'avoir un véritable projet de Remain, mais dans quelles conditions? Et donc, il leur a tordu le cou pour arriver au pouvoir. Déjà, c'était une magnifique performance qui est reconnue. Après, pourquoi faire? Contrairement à la doxa, oui, mais va nous flanquer la libéralisation tous azimuts. C'est plus compliqué que ça. Il a des électeurs travaillistes et il veut renouveler, il veut réindustrialiser les Midlands et créer des réseaux d'infrastructures anglaises qui sont en difficulté. Donc voilà, alors il y aura des petits bouts bien sûr, de libéralisation portuaire, ça c'est sûr, c'est certain, mais il y aura aussi des investissements publics et il est là-dessus. Et donc, le Johnson, il a beau l'air d'avoir un bouffon, mais il n'est pas si nul que ça à sa façon. Évidemment, il a notre goût, et à juste titre, il n'est pas si européen, mais et est-ce qu'il réussira dans son entreprise? Alors, rien n'est joué parce qu'il a aussi ses problèmes. Mais je l'évoquais tout à l'heure à propos de la finance. Bien sûr, Brexit, par exemple, la City, qui est extrêmement importante pour eux, mais qui était aussi le centre de traitement des transactions financières pour l'Europe, quand ils étaient dedans. Et d'ailleurs, ils jouaient un rôle majeur au Parlement européen. Ils ont eu tort de sortir, si vous voulez vraiment. Les bénéfices de la City, de ce côté-là, vont être réduits. Sauf que les Européens sont tous divisés. Bourse française, Francfort, bourse portugaise, bourse polonaise et autres, tous divisés, tous rivaux qui veulent des petits morceaux. Et le diagnostic de Véron, que je l'ai dit, j'y adhère totalement, si nous ne faisons pas une intégration financière européenne, eh ben la City s'en porteront pas trop mal, et en tout cas, le grand gagnant, c'est New York. Je voulais ajouter ces choses-là et gardons l'amitié franco-britannique et pensons au moyen long terme. Moi, je disais à mes amis britanniques, ils étaient intéressés, mais si l'Europe propose un nouveau, c'est pas la nouvelle constitution, mais si l'Europe propose du neuf dans sa construction, peut-être que les Britanniques ne sortiront pas. Il aurait fallu y penser à temps. Et moi, j'ai fait ça en 2007 en proposant un nouvel acte unique à Michel Barnier. En 2007, nouvel acte unique européen, réforme du marché, camp de base pour les entreprises, réindustrialisation. Peut-être que les Anglais auraient réfléchi plus fortement à je reste ou je reste pas. Mais il y avait des abandons de souveraineté à la clé, donc je ne me fais pas d'illusions, même si nous avions dit est-ce que vous seriez d'accord pour rester dans une Europe qui veut aller dans cette direction? Ils auraient dit non, parce qu'ils voulaient retrouver une liberté d'action qui leur permet d'ailleurs, à la différence de l'Europe, d'avoir plutôt les vaccins et d'avoir des projets d'infrastructure que nous n'avons pas. Ils sont déjà si les variants
ne leur reviennent pas à la figure, ils sont pas si mal dans la sortie, malgré c'est pas la gloire, hein, c'est pas la gloire. Vous me comprenez, je suis obligé d'avoir une réponse complexe. Quant à la portée du gouvernement français, ben d'abord, correspondant à une question que je crois qui était déjà celle de Denis Vendée, je ne suis pas sûr, non. Le gouvernement français doit faire la preuve qu'il va traiter lui-même ce qu'il faut chez lui. Et ça, c'est la question de la finance soutenable. La véracité, la légitimité de l'intervention française va dépendre de la façon dont l'Europe redéfinit son pacte de stabilité et de croissance. Et j'aime autant vous dire que ça va être très difficile d'avoir une bénédiction des autres. Parce qu'on a lâché les règles, mais demain, ce n'est pas pour autant que les fourmis vont payer pour les cigales, etc. Donc, ça, c'est essentiel, que le gouvernement français fasse ses preuves. Également que, d'autre part, s'il veut se réindustrialiser, qu'il fasse ses preuves aussi dans ces directions, ou même s'il veut faire de l'écologie. Par exemple, la France pourrait poser la question du plastique. Parce que il y a la dépendance en combustibles fossiles, mais il y a la transformation dans l'industrie chimique, la surpuissance du port de Rotterdam. Vous avez vu les déplacements de transit là, à propos de congestion dans le canal de Suez, transit maritime, transit Eurasie, et ça arrive tous à Rotterdam. Moi, à la place de la France, j'aurais une stratégie. D'ailleurs, Cherbourg se place bien entre parenthèses, après le Brexit. Il y a une stratégie de la France en matière d'infrastructure à afficher. C'est un de mes thèmes. Mais ça, vous allez me dire, ça, c'est en interne. Mais en même temps, ça intéresserait d'autant plus d'autres pays. Et si on disait, par exemple, au niveau européen, j'en ai donné un exemple majeur, Université technologique européenne, toc, les pays de l'Est écoutent. Moi, quand je suis allé à Vilnius, j'étais accueilli par le MEDEF local en lui demandant qu'est-ce que vous demandez à la France. J'aime bien écouter les périphéries avant d'écouter les grands. Hein. Qu'est-ce que vous demandez à la France? Ils m'ont répondu très clairement 2 points. 1, création d'un réseau d'universités technologiques parce que nos jeunes n'ont pas les compétences pour développer l'industrie moderne dans nos pays qui étaient dans le Comecon. Et deuxième demande du MEDEF local, l'énergie. Nous voulons avoir une autonomie dans nos réseaux d'électricité énergétique, sinon nous allons dépendre des Russes et aidez-nous à monter. À l'époque, c'était aussi une centrale nucléaire lituanienne. Donc voilà ce que la France pourrait faire, au lieu que la France elle est tordue par son... J'aime pas la notion de souveraineté, mais je comprends l'intention. Souveraineté européenne. Il faudrait, et c'est aussi mon dernier élément de réponse là, souveraineté européenne, ça suppose résoudre l'équation entre souveraineté nationale et souveraineté européenne. Si on croit que la souveraineté européenne, ça se bâtit en intergouvernemental avec Emmanuel Macron qui fait la loi au Conseil des ministres et qui, non, ça passe pas comme ça se passe pas comme ça. Ou qui ferait la loi au Parlement européen, on a commencé par il a nommé une tête de liste qui était évidemment pas compétent pour faire le boulot, entre parenthèses. Et donc, non, arrêtons. Il ne joue que le sommet, malheureusement. Hein. Il n'y aura pas de questions sur la réforme de l'ENA. A priori, c'est une très bonne idée. Mais pourquoi faire derrière? J'avais mis ça dans le programme de Georges Marchais en 1981. C'est une question qui me tient à cœur. C'est pour renouveler les forces vives dirigeantes de la nation, pour que le vivier monte. C'est pas simplement changer le titre et garder le concours le classement de sortie. Hein. C'est beaucoup plus complexe. Mais bon, en tout cas, il est là, c'est notre président. Ce que je crains, c'est que tous les sujets, et y compris la réponse à votre question, vous n'entendiez pas les réponses avant 2022, campagne électorale. Campagne électorale. De même que l'Union n'avance pas dans son plan de relance, les fonds commenceront quand même à venir, me dit-on, au 2e semestre. Parce que coordination bureaucratique bruxelloise, sans compter qu'on n'a pas, on ne sait pas qui financera, parce que là, ils savent qu'il faut donc réforme du budget. Donc l'Europe avance trop lentement. Et quant
Et quant à la France, alors là, on ne va pas se dévoiler notre stratégie pour les élections de 2022. On va pas. L'opposition a peut-être l'intelligence de dévoiler la sienne, ça ferait faire du bien. Ça risque de pas être terrible, ça peut être quelquefois bien, je ne sais pas. Mais ce débat n'est pas parti, évidemment. Parce que le temps des élections, alors il utilise toujours les mêmes phrases. Il était le maître des horloges. Il sait qu'il n'est plus le maître des horloges. Maintenant, il dit les vaccins seront le maître des horloges. Avouez que c'est pas très stratège, disons, pour le moment. Pour le moment. C'est un manque de contenu. Voilà. Merci Philippe. Alors, je vais te poser d'un coup toutes les dernières questions et je te laisse sélectionner celles auxquelles tu souhaites répondre, toutes si tu veux. Et après, après ce lot de questions, je te laisserai conclure. Bon, je verrai s'il y a encore d'autres questions et je te laisserai conclure après. Donc, il y a une remarque de Jacques de Garlache sur le réchauffement climatique que les gens peuvent lire. Alors, de Ménécès Crissel. Donc, quelle piste pour contrecarrer le poids des lobbies économiques et financiers au niveau européen? Ensuite, Henri-Georges Brun. La batterie européenne est un projet d'avenir et un investissement, mais dépendra-t-elle encore une fois de l'importation de composants chinois? Gilles Moutet. Supprimer la dette, est-ce une option réalisable? Point d'interrogation. Bon, tu en as parlé tout à l'heure, mais voilà, Gilles redemande est-ce que c'est possible? Bertrand Lépinois. Donc, je te remercie, mais comme on n'est pas réformable, on ne pourra jamais revenir à des excédents primaires et on est au taquet pour les impôts. Il va y avoir beaucoup de casse, donc remarque de Bertrand. Sandrine de Ternay, quid de la demande d'aide à l'Europe du Monténégro pour faire face à sa dette chinoise et aux possibilités de récupération de ses actifs par la Chine en cas de défaillance? Est-ce un test pour l'Europe? Daniel Namias, peut-on vraiment discuter avec les chevaux de Troie que nous envoient les Russes et les Chinois? Leur objectif n'est-il pas de nous abaisser à leur unique avantage? Voilà, Fabienne qui te remercie pour tes réflexions et tes analyses. Et Christine Holzbauer, à propos justement du recyclage des plastiques, il semblerait que la France soit très en retard. Nous continuons à envoyer nos déchets en Asie, comme tous les autres Européens d'ailleurs. Alors l'Europe, elle est où sur ce dossier puisque tout le monde est coupable? Voilà, un gros lot de questions. Je te laisse répondre. Et voilà. À toi, Philippe. Oui, c'est encore toutes des belles questions. Je réponds un peu dans le désordre, mais bon. Alors, je ne vais pas revenir sur supprimer la dette. La réponse de Perlevat, c'était on peut restructurer une dette et la renvoyer au calende plus tard, à condition que quelqu'un reprenne notre dette. Ce qu'a fait la Banque centrale a repris les dettes grecques. Évidemment, la Grèce avait beaucoup plus de facilité, étant exemptée de remboursement durablement, là, pour essayer de relancer sa propre économie. Donc, on peut restructurer jusqu'à un certain point. Ça doit se faire dans un cadre international. Ça ne peut pas se faire unilatéralement. Et si on veut parler plus concrètement, dans l'économie réelle, derrière une dette, il y a une créance. Vous annulez des dettes, vous mettez des trous chez les créanciers. Et donc, ça ne marche pas. Attention, les créanciers peuvent être puissants, il y a des moyens de rétorsion. Et ils renvoient leurs dettes ailleurs, d'ailleurs en général sur les contribuables, comme ça a été souligné, au passage avec l'aide des États. Donc, il n'y a pas de miracle. Je ne continue pas sur la dette. On va donc avoir une période très difficile. C'était une de vos interrogations. Oui, nous n'y coupons pas, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, nous n'y coupons pas et comment faire? Les impôts, il peut y avoir... Il ne fallait pas supprimer l'impôt sur la fortune financière. Il fallait le garder et rendre incitative l'épargne financière. Que les gens qui veulent défendre notre économie et investir dans nos PME, bravo les mecs, vous aurez une détaxation. Et vous serez pas imposés. Mais les autres qui mettent leurs finances ailleurs
Eh bien non, là, au contraire, votre impôt sera augmenté. Père Levat, je crois, avait dit ce genre de choses aussi. Bref, donc on ne doit pas, on doit rembourser la dette, on peut la renvoyer si on a une protection européenne. Et à court terme, il va falloir, parce qu'il y a les limites de cette taxation, je ne développe pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut comprimer la dépense publique, bien sûr. Alors, j'étais dans la commission Pébro de 2006. J'ai eu cette chance, la commission sur la dette publique de 2006. On était unanime à la sortie, ce n'était pas évident. Il y avait Migaud, il y avait Lamy, il y avait enfin, un ou deux socialistes. Bref, on a quand même été unanime à la sortie. Il faut stopper l'addiction à la dépense publique. Mais l'État, il finance tout. Dernier exemple en date. À peine ai-je donné des aides pour vos super véhicules, les SUV et compagnie, aide publique pour sauver l'industrie automobile. Et aujourd'hui, dernière nouvelle, on va subventionner vos achats de vélos en rachetant vos vieux véhicules. C'est une honte. Si vous voulez mon opinion, c'est une honte. Donc, enfin, passons. Donc, il va falloir faire le tri dans la dépense publique, ça c'est incontestable. On est à la fin, je ne veux pas développer. Mais comment on va pouvoir faire ça en même temps? Je réponds, en même temps, nous avons encore la facilité d'emprunt que j'évoquais. La France n'est pas un État failli et elle doit pouvoir, mais elle doit se diriger vers l'investissement. Et ce qui renvoie à tout mon propos. Elle doit se diriger vers l'investissement et elle ne sait pas faire. J'ai dit l'État ne sait pas investir. Donc, premier volet, donc, la demande publique doit. Deuxième volet, il faut investir, mais je ne sais pas faire. Moi, j'aurais ranimé le commissariat au plan. C'est un peu ridicule ce qui a été fait, hein, mais passons. J'ose pas dire. Je n'ose pas en dire plus. Il faut créer une dynamique nationale de recréation, d'innovation et d'investissement en France pour nous réindustrialiser, pour recréer des emplois. C'est dans cette dynamique-là que vous allez avoir trouvé la bonne méthode de planification et de programmation. Il faut une programmation. Hein. Moi, je ne sais même plus où on est le Grand Paris, tellement il y a des freins partout. Est-ce que c'était peut-être pas idiot le Grand Paris quand même à sa façon? Je ne sais pas. En tout cas, des amis comme Pierre Vels, polytechniciens aussi, et ont beaucoup œuvré. Il y avait des idées, il y a des projets qui sont en rade. Donc, il y a besoin d'une reprise nationale des porteurs des projets et forcément avec les entreprises. La planification d'hier, les entreprises étaient présentes, ce qui me permet de dire un mot tout de suite sur les lobbies. Mais on a besoin des entreprises. Évidemment, les entreprises peuvent être des lobbies de politiciens qui ne connaissent pas les problèmes. Mais si vous voulez réapprendre à investir, que ce soit au niveau français, que ce soit au niveau européen, il faut écouter les projets et l'intelligence des entreprises. Il faut faire appel à eux. Il faudra aller vers les partenariats publics-privés que j'évoquais. C'est l'avenir, je ne suis pas le seul à le dire. Mais dans une mentalité de rejet, de dénigrement des entreprises à la France, on se fait coincer. La Grande-Bretagne a su en faire, hein, attention, il n'y a pas beaucoup de pays. L'Allemagne, c'est une synergie différente. Les banques d'investissement, ça c'est les banques publiques d'investissement. Ils ont une banque formidable des collectivités territoriales qui alimente tous les projets des montées des PME. J'ai vu la Saxe devenir une puissance industrielle en 10 ans grâce à comment elle s'appelle la fameuse banque, je connais qu'elle. Non, KfW, la KfW allemande a développé tout le tissu industriel, y compris à l'Est, et la Saxe est devenue un héros de l'industrie. Et les salariés, alors, l'Allemagne, c'est de la codétermination. Donc, problème fondamental si vous voulez une complémentarité institut, collectivité, État, ça s'appelle la codétermination. Ça s'apprend dans les pays nordiques. Oui, le vrai problème français, c'est qu'on n'est pas nordique d'une certaine façon. Parce que dans le capitalisme européen, ils s'en sortent mieux que les autres. Grâce à ça. Mais je ne développe pas parce que l'Union européenne ne peut pas se rallier. C'est les seuls sociodémocrates, disait mon ami Michel Rocard.
Mais bon, c'est d'autres solutions plus complexes que j'évoquais tout à l'heure. Je ne suis pas informé sur le Monténégro, mais je comprends très bien et j'appuie complètement ce que vous dites. Il faut de toute façon une politique, je ne dirais pas de reconquête, mais de réconciliation avec notre partie orientale. Sinon, ils iront russes et chinois. Ils le font pour les vaccins, ils le font pour les transits, ils le font pour la technologie russe. Puis les Russes sont quand même pas si mauvais au plan scientifique, non? Les Russes, leur faiblesse, il ne faut pas avoir peur des Russes. Ils ont une faiblesse économique monstre. Et faut parler les populations russes aussi aspirent au développement. D'ailleurs, ça se retournera tôt ou tard sur Poutine s'il dure trop longtemps. Ça commence, bien sûr. En Pologne, on est à 50-50 entre les pros et les anti. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut parler aux constructeurs. Il faut parler au peuple, il faut parler aux constructeurs. Donc, je ne suis pas dans une... Il faut reconquérir nos liens avec la partie Est, qui vient d'une autre histoire, qui a une autre culture, qui a beaucoup plus subi. C'est eux qui ont subi le plus. Il faut lire Svetlana, je n'ai plus oublié son nom, la prix Nobel lituanienne, je crois. Non, ukrainienne. Il faut écouter les prix Nobel quand ils sont de qualité, il y en a pas mal, entre parenthèses. Chevaux de Troie. Alors, la Russie ne peut pas être un cheval de Troie chez nous, par faiblesse économique. Et elle est au niveau du PIB je ne sais plus, d'Espagne. Enfin, non, un peu plus, Espagne. À mon avis, Espagne. Mais l'Espagne est en difficulté par ailleurs, comme l'Europe du Sud et pas seulement l'Europe de l'Est. En tout cas, ils n'ont pas les moyens de nous manger. Quant aux Chinois, ils ont besoin de coopération. C'est comme ça qu'ils nous ont, en nous imitant, en étant capables par exemple, la technologie nucléaire, c'est eux qui feront le nucléaire de demain, évidemment, si on n'y est pas, avec les Russes d'ailleurs, probablement en condominium, le cas échéant. Mais donc, les Chinois, ils sont maintenant en position de force, mais ils ont besoin de coopération encore. Ils n'ont d'ailleurs pas une stratégie de sortie de la mondialisation, mais au contraire d'influence croissante dans la mondialisation. Donc, faut-il être du côté des Américains que nous finançons, dont nous accueillons les GAFA tous les jours pour faire le boulot à notre place en matière de numérique, qui mangent nos startups au passage, l'intelligence de promotion de polytechnique qui vont passer au marketing digital pour les géants du numérique. C'est ça l'avenir? Non, moi j'ai besoin d'un équilibre entre États-Unis, que j'aime beaucoup les Américains. D'ailleurs, si j'avais dû émigrer dans le passé, c'est certainement une nation que j'aurais aimé parce qu'il y a une variété, il y a de la résilience. C'est pour ça qu'ils repartent plus devant nous. Ils ont beau être tapés Trump, ils ont plus de résilience. Donc, il faut arriver à trouver un chemin qui nous soit propre. Parce qu'effectivement, ni la superpuissance américaine qui est en difficulté, ni la superpuissance chinoise sont un horizon pour des Européens. Pour des Européens vieillis peut-être, mais pas pour les jeunes. Alors, j'ai fait le tour et je terminerai par avons-nous les capacités? Alors là, merci, ça me permet de terminer par là. Moi, je me suis replongé dans la culture européenne. Je viens de sortir un petit bouquin, là, un petit essai sur la relance, la trajectoire des religions dans notre histoire. On va faire un webinaire avec Alain Lamassoure. On va faire une conférence à 2 voix avec Alain Lamassoure là-dessus, culture, éducation européenne, 18 mai. Et ça, c'est ça qui va donner la force. Il y a besoin des ressources spirituelles. Il y a besoin de retrouver le passé. On est en crise de la culture européenne. Je suis en train de relire Hannah Arendt qui a fait un bouquin qui s'appelle en français « Crise de la culture ». Pas bon le titre. Le titre anglais, c'est « Between Past and Future ». Coincé entre le passé et le futur. Manque d'imaginaire du futur, répétition des fautes du passé. Voilà. C'est très bon son titre. Je l'utilise à ma façon, elle n'a pas fait d'économie politique dedans, je vous rassure, entre parenthèses. Mais bon, il y a tout un travail culturel à faire. Foi et raison, c'est un vrai sujet. Peut-être c'est le sujet que je proposerai à Lamassoure. Foi et raison.
Bien sûr. Il y a une fois en la technique, j'ai dit qu'attention, attention, c'est plus les humanités, ça. C'est compliqué. La technique, c'est très noble, mais c'est des écosystèmes, c'est des sociétés derrière. L'économie, c'est des hommes. Je peux terminer là-dessus. L'économie, c'est des hommes, mais les Européens sont coincés dans un passé qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Il y a un début de renaissance, j'ai dit après-guerre, mais est-il abouti? Et nous sommes à nouveau fragiles. Et un futur qu'on imagine que, en guerre des étoiles, jeux tous azimuts, vidéos tous azimuts, quoi? C'est quoi le futur? Avec l'angoisse, avec une population qui est en demande de sens. Est-ce qu'on arrivera à se réformer si on répond à la demande de sens des sociétés? Voilà. Par tous les canaux que j'évoquais et avec tous les acteurs concernés, entreprises, élus, et bien entendu les associations de la société civile, qui a été très belle dans l'histoire de la France. C'était les universités populaires, c'était Culture pour tous, enfin, il y a plein de noms que d'autres que moi ont en tête. Et donc oui, la réforme est possible, mais c'est une réforme de pensée et d'engagement d'abord. Réforme de pensée et d'engagement. C'est ça la clé. C'est ça. Comprendre pour agir, disait mon ami ouvrier chez mes camarades dirigeant la section économique du Parti communiste, comprendre pour agir. C'est un OS qui s'éduquait la nuit, qui vivait dans une maison où on essayait de comprendre pour agir. Cette expression est très belle, elle ne suffit pas, parce que ça, c'est la raison. Il y a besoin de la foi aussi, c'est-à-dire de la croyance que c'est possible, et le foyer sera européen. La France ne peut pas s'en sortir sans l'Europe. Voilà. Merci Philippe. Alors, il y a encore énormément de commentaires dans le chat, mais on ne pourra pas tout traiter. Donc, il y a notamment Catherine Veglio qui dit que c'est Svetlana Alexievitch, la prix Nobel, qui est biélorusse. Merci. Voilà. Alors, peut-être pour conclure, j'en choisis une de Joseph Mbeka, donc, qui est, alors, long commentaire, mais avec une question notamment intéressante, c'est la place de l'Europe dans le monde. Je sais que c'est un sujet que tu adores aussi, qui te tient très à cœur. Donc, quelle place pour l'Europe dans le monde? C'est un peu sa place géopolitique, notamment à quelques mois de la présidence française de l'Union européenne. Voilà, je te laisse conclure là-dessus. Merci d'avoir donné la parole à Joseph Congo, qu'on connaît bien aux entretiens euro-africains. Joseph, voilà, j'étais trop court tout à l'heure sur. Je ne traite pas aujourd'hui la géopolitique. Mais la place de l'Europe dans le monde, c'est capital. Il y a double vision, une vision géopolitique et une vision civilisationnelle, culturelle, qui se conjuguent. Mais pour me corriger tout à l'heure, il n'y a pas à se soucier seulement de ne pas rester coincé entre États-Unis et Chine et d'arriver à devenir autonome tout en coopérant des deux côtés. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le troisième larron, c'est-à-dire tout le continent des autres, des Africains en tête, qui aspirent au développement. Et l'Europe ne s'en sortira pas sans investir son patrimoine historique en le redéfinissant, parce que les tares de l'Europe, le débat sur le passé est incontournable, mais simplement, c'est pas simplement pleurer sur nos fautes, donc sur le passé, elles ont été graves, mais il faut revenir là-dessus quand il le faut. Par contre, il faut comprendre que les jeunes Africains sont dans le monde aujourd'hui et qu'ils cherchent à s'en sortir par eux-mêmes, et c'est l'autonomie stratégique des Africains leur défi. Ils choisiront à leur façon. Ils ont travaillé avec la Chine, ils continueront, mais ils cherchent à ne pas rester que là-dedans. Ils nous interrogent, comme les Monténégrins d'ailleurs. Donc, bref, mais ils ont besoin d'électrification, ils ont besoin de monter en compétences, ils ont besoin d'écoles, pas simplement de réindustrialisation cette fois, mais d'industrie où ils vont mobiliser de nouvelles technologies. C'est un boulevard pour l'avenir de l'Europe. Mais nos jeunes des écoles, parce qu'on se demande, oui, mais les robots vont remplacer nos emplois et nous, on va être en chômage. Mais envoyons-les en coopération, investir en Afrique pour aider les Africains dans la stratégie des Européens, et non pas en leur faisant la leçon à la française, à Ouagadougou et ailleurs, pour aller dire, voilà ce que la France veut. La France doit accepter de travailler ses manquements, et la question du Rwanda est excessivement importante,
C'est-à-dire on a collaboré à un génocide, ça c'est un fait. On ne peut pas faire la leçon aux Turcs tout en ignorant le problème des Rwandais. Hein. Mais donc ça peut se faire. Mais le plus intéressant de ce que demande le président rwandais, c'est la coopération. C'est la coopération. J'aurais des exemples à donner de lui-même, ne serait-ce que au lieu de renvoyer par exemple, il veut faire une industrie textile et d'habillement régionale. Au lieu de l'aider, il est torpillé notamment par les Américains d'ailleurs. Nous préférons leur envoyer nos fripes, effectivement. Nos fripes, c'est le bon mot. Et de même qu'à la question des déchets tout à l'heure, nous vendons nos déchets dans le monde extérieur, aux Philippines, en Afrique et ailleurs, nos plastiques, etc., l'électronique au Ghana. Et donc, mais ils commencent à nous les renvoyer. Et ça, c'est super. Mais renvoyez-nous les déchets qu'on vous a exportés. Comme ça, on ira peut-être plus vite dans notre fameux Green Deal. Voilà, c'est des très belles questions. Je finis là-dessus puisque ça m'a permis d'élargir le focus. Merci beaucoup, Philippe. On est très heureux de t'avoir entendu ce soir. C'était vraiment passionnant. Et comme le met Fabienne dans un commentaire, on va vite te réinviter parce que tu as beaucoup de choses à dire et tu en as encore plein d'autres à dire, plein de choses et plein de questions et de commentaires des participants qui pourraient faire facilement un deuxième webinaire bientôt. Voilà. Donc, après t'avoir écouté ce soir, notre prochain webinaire sera le 29 avril. Alors, on est très heureux aussi d'avoir quelqu'un qui t'est cher, c'est Claude Fischer-Herzog, qui est à côté de toi, qui sera en duo avec Bernard Accoyer, qui était avec nous ce soir. Qui est là aussi. Oui, dans les participants. Donc, on sera très heureux de vous entendre sur le thème des investissements. Claude, tu veux annoncer le thème ? Si tu veux. Oui, alors quelques mots parce que on en parlera le 29, bien sûr. On a parlé, il faut investir, il faut créer de la finance patiente. Et dans le nucléaire et dans l'énergie en particulier, bien sûr, ce sont des investissements lourds à rentabilité différée et il faudra bien des soutiens, des garanties pour que les investisseurs osent et viennent investir dans les futurs projets. Alors, dans le nucléaire, des centrales, pourquoi pas en France et dans d'autres pays d'Europe. Et nous aurons envie d'examiner avec Bernard tous les enjeux de la financement des investissements dans les plans de relance et dans la taxonomie en Europe pour justement appuyer et valoriser les projets. Donc, il interviendra plus sur l'aspect France. Il vient d'ailleurs de créer une très belle association qui s'appelle Patrimoine Nucléaire Climat. J'en suis la vice-présidente, j'en suis très fière aussi. Et moi, je parlerai plus sur les enjeux européens, puisque comme vous le savez, je dirige maintenant depuis 20 ans les entretiens européens nucléaires et je commence à connaître un petit peu le sujet. Donc, j'aurais envie de restituer auprès de nos amis quelques réflexions et analyses avant d'organiser moi-même les entretiens européens du mois d'octobre sur ces enjeux-là. Tout à l'heure, Philippe parlait des partenariats d'investisseurs et ce sera bien sûr à l'ordre du jour car il n'y aura pas d'investissement dans le nucléaire sans partenariat d'investisseurs. Et là, je peux vous dire qu'il va falloir donner des signes et des signaux forts sur le marché pour qu'ils viennent en Europe. Ok, super. Merci Claude pour ce pitch excellent. et donc voilà. Et alors, revenons à Philippe. Merci beaucoup pour ton intervention passionnante. Le replay sera bientôt disponible. J'enverrai le lien à tous les membres d'X-Urso et à toi, Philippe et Claude. N'hésitez pas à le diffuser. Et donc, voilà, prochain webinaire le 29 avril avec Claude Fischer et Bernard Accoyer. En attendant, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci pour votre participation. Merci à tous. À très bientôt. Merci à bientôt. Merci. Merci Philippe. Merci à tous. C'est vous qui m'avez aidé. Ici, c'est pour voir les gens. Merci beaucoup. Au revoir et merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci Philippe, merci Claude.